de faire un SDK en multiplateforme. Et on va voir comment ça va se passer. Donc déjà, je m'appelle Nicolas Perret. Donc pourquoi je vous fais cette présentation aujourd'hui? Parce que moi, j'ai pas mal d'années d'expérience à faire des SDK. J'ai déjà commencé à faire un SDK de tracking de localisation chez Vectory. Et actuellement, je suis iOS SDK Lead chez Augury. Et Augury, qu'est-ce que c'est? Alors, Augury est l'un des leaders mondiaux de la publicité mobile. Alors, aujourd'hui, c'est pratiquement 500 employés, dont 11 ingénieurs en R&D, dont je fais partie. Et on est présent à peu près sur 12 pays et répartis en 19 offices. Les sites sont plus de 3 jours. Et on a à peu près un peu plus de 1200 clients. Et du coup, chez Augury, on fait de la publicité, mais pas n'importe quelle publicité. On fait de la publicité qui s'appelle de la publicité personnifiée. C'est-à-dire qu'on personnifie la publicité non pas en traquant un utilisateur, mais en catégorisant une audience. Et du coup, en fait, cette audience va représenter par exemple une application, un groupe. Et pour ça, on a besoin d'être présent sur le plus d'applications possible et du coup être installé très facilement et sur le plus d'environnements ou de plateformes possibles. Et donc, d'où le sujet d'aujourd'hui. Déjà, je vais voir si nous, chez Augury, on n'a pas trouvé une solution unique pour pouvoir tout faire. Et après, je donnerai quelques tips pour éviter de perdre du temps. Et je vous donnerai quelques exemples concrets de ce que nous, on fait chez Augury. Déjà, est-ce qu'il existe une solution unique? Parce que, par exemple, si on prend le cas d'une application, souvent, quand on fait une application, on veut soit la développer pour iOS, soit la développer pour Android, soit pour les deux. Et on a des outils qui s'appellent cross-platform qui nous permettent de faire les deux avec un seul code. Donc, ça, c'est très bien. À partir d'un code, on fait une application iOS et Android. Et est-ce qu'on n'aurait pas à peu près la même chose pour un SDK? Et roulement de tambour, eh ben non. Parce que malheureusement, pour le SDK, si on fait un SDK, par exemple, en Flutter ou en Xamarin, en Cordova, en Unity, dans n'importe quelle plateforme cross-plateforme, ça ne sera compatible qu'avec cette plateforme. Par exemple, si je fais un SDK pour Unity, certes, toutes les apps buildées sur Unity avec ce SDK marcheront très bien avec le SDK sur iOS et Android, mais si, par exemple, je prends une application native iOS, là, ça ne marchera pas, parce que ça ne sera compatible qu'avec Unity. Du coup, là, on voit bien le problème du SDK. C'est-à-dire qu'il est compatible qu'avec le framework sur lequel on le développe. Du coup, pour faire simple, déjà, moi, j'ai besoin de deux SDK, un iOS et un Android, pour être compatible avec les applications natives. Mais est-ce que je peux utiliser le SDK iOS et Android, par exemple, dans Unity? C'est très difficile. C'est-à-dire que je vais demander à l'application de coder énormément de choses pour pouvoir intégrer ces deux SDK. Du coup, on voit que si on veut simplifier l'intégration, on est obligé de faire beaucoup de SDK, puisqu'on en fera un pour iOS, un pour Android et un pour chaque plateforme. Du coup, là, déjà, on voit un problème qui se passe, c'est que je n'ai pas forcément le temps pour le faire, ni les compétences, parce que déjà, iOS et Android, j'ai besoin de deux équipes différentes, parce que c'est quand même des langages qui sont quand même assez différents, et j'aurais du mal à trouver une seule équipe qui sache bien faire les deux. Mais du coup, là, on me demande aussi de trouver des équipes, une pour Unity, une pour Xamarin, une pour Flutter. Et du coup, là, on voit le gros problème, c'est comment éviter de perdre du temps, de l'argent, des compétences ou autre. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, déjà, on est obligé de faire un SDK au minimum pour Android et pour iOS. Ça, c'est le minimum, on ne pourra pas s'en passer. Mais par contre, pour les adapteurs, comme on a vu que l'application, elle, pouvait utiliser dans la majeure partie des cas
directement les SDK iOS et Android, mais que ça demande du code, on peut encapsuler ce code dans un autre framework et du coup simplifier la vie du publisher, de celui qui fait les applications. Et du coup, bah, il restera qu'à faire un SDK pour Flutter, un SDK pour Unity et un SDK, par exemple, là pour Cordova. Bon, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais la slide n'était pas assez grande pour pouvoir tous les mettre. Et l'avantage de ça, c'est que aussi, les frameworks vont rester très simples. C'est-à-dire que bah, comme ça va juste appeler des méthodes natives et ça va faire un système de passe-plat, je prends ma méthode, par exemple, C# de Unity, hop, et je la passe à Android dans le cas si on est sur un Android, ou sur iOS dans le cas où je fais un iOS. Du coup, bah, le code reste très simple et n'a pas forcément besoin d'une équipe dédiée pour pouvoir faire ce SDK. Autre point très intéressant pour gagner du temps, ça va être l'automatisation et la mise en production. Donc bah, pour ça, il faut bien comprendre le système de release d'un SDK qui est très différent d'une release d'une app. Car une app, je la prends, bah, je la code, hop, je la teste, après je la release et l'utilisateur va directement pouvoir soit l'installer, soit la mettre à jour et aura directement accès à l'application. Le SDK, c'est un peu différent parce que bah, nous, nos clients, ce n'est pas les utilisateurs finaux, mais ça va être les applications. Du coup, bah, quand on va release un SDK, on va devoir bien sûr le développer, le tester, le release. Mais après, il faudra attendre que l'application va mettre à jour le SDK ou l'installe dans son application, qu'après lui-même fasse une mise à jour sur le store et qu'après bah, l'utilisateur fasse la mise à jour ou l'installation. Et donc bah, là, on voit que déjà la timeline de temps est déjà bah, beaucoup plus grande que pour une application classique. Et on a aussi un autre inconvénient, c'est que bah, ici, sur chaque flèche, bah, ça ne peut jamais arriver. Par exemple, bah, imaginons qu'une application qui a mis un vieux SDK qu'on a fait il y a un an, mais qui n'a jamais mis à jour, c'est le SDK, gardera un vieux SDK et n'aura jamais de nouveau. Du coup, bah, on ne pourra jamais bah, upgrader le SDK pour les utilisateurs de cette application. Et donc bah, là, il faut faire très attention à ce qu'on publie, parce que bah, il y aura tout le temps des anciennes versions dans la nature qu'on ne contrôlera pas et qu'on ne pourra jamais rattraper. Et donc du coup, moi, ce que je conseille là-dessus, bah, c'est déjà de faire peu de release. Parce que bah, aussi, on a vu sur les slides précédentes qu'une release, ça équivaut à release par exemple une feature bah, sur iOS, sur Android et sur tous les autres frameworks cross-platform qu'on aura décidé de faire. Du coup, bah, on voit déjà qu'une release, ça prend du temps. Du coup, si on s'amuse à faire une release tous les 15 jours, bah, on ne fait plus que des releases. C'est un peu moins intéressant. Et il faut aussi prendre une grosse importance sur la CI, parce que bah, aussi par le fait qu'on ait énormément à release, il faut automatiser le plus de choses possible pour aller le plus rapidement possible. Parce que si on fait tout à la main, si on fait tous les tests à la main, si on fait toutes les releases à la main, déjà ça peut insérer des erreurs parce que bah, du coup on embarque beaucoup plus de complexité qu'un app classique. Mais ça aussi, ça prend énormément de temps. Du coup, il faut bien faire attention à ça. Et dernier petit point à bien faire attention, c'est le monitoring. Parce que bah, comme on ne publie pas sur un store, bah, par exemple c'est l'Apple Store, on n'a pas les stats de l'Apple Store qui vient avec notre application. Du coup, on va pas savoir combien d'applications ont été installées ou autre. Et du coup, il est très important de faire du monitoring bah, pour voir ce qui se passe. Et principalement, c'est déjà voir quels sont les SDK qui sont appelés. Voir si c'est le SDK iOS ou Android, mais voir aussi quel framework a été appelé. Par exemple, bah, pour pouvoir dire, alors sur cet utilisateur-là, c'est un utilisateur iOS qui utilise par exemple notre framework Unity. Et donc comme ça, bah, on peut voir quels frameworks sont utilisés ou d'autres. Et ça permet aussi de voir s'il n'y en a pas qu'il faut laisser à l'abandon.
Par exemple, bah, nous, c'est l'année dernière, on a décidé d'abandonner le développement sur R parce que bah, il y avait pratiquement plus à personne dessus et que ça nous prenait énormément de ressources et de temps bah, pour faire ce framework sur R. Du coup, bah, on a décidé de l'arrêter parce que bah, c'était plus rentable pour nous. Et ça, c'est grâce au monitoring, parce que bah, ça nous permet de voir, bah, ah, pour ce cas de figure-là, il n'y a plus qu'un ou deux publishers qui l'utilisent, et du coup, bah, c'est forcément plus trop rentable de le faire. Et maintenant, on va passer à un petit cas concret de ce qu'on fait chez Augury. Donc, bah, nous, chez Augury, on a déjà un SDK iOS et Android distinct avec deux teams. Et on fournit les deux teams un Augury SDK, qui est un ensemble de modules, et ainsi de suite. Mais là, pour simplifier, je le regroupe sous le nom de Augury SDK. Et après, on fait des plugins pour les applications, pour les plateformes, cross-plateformes. Donc, du coup, bah, par exemple, si je prends le cas de Unity, donc on a créé un Unity plugin qui appelle directement les fonctions avec un système de passe plat. Et au final, c'est pas très compliqué à faire parce que bah, on a une grosse classe Unity qui, elle, bah, va simplement différencier les différents cas. Par exemple, bah, là, c'est le cas de je start le SDK. Donc, si jamais je suis dans l'éditeur de Unity, bah, nous, on ne veut rien faire. Mais si jamais je suis sur Android, bah, j'appelle la méthode Android. Et si jamais je suis sur iOS, j'appelle la méthode iOS. Alors après, les différents appels sont un peu différents, que ce soit sur iOS ou sur Android, mais ça reste exactement le même principe. Et donc bah, là, on voit que bah, l'application elle pourra juste faire un start avec l'Android Asset Key et l'iOS Asset Key qui nous permet, nous, de dire bah, c'est quel publisher sur Android et c'est quel publisher sur iOS, parce qu'on a séparé les deux dans notre back-office. Mais sinon, ça reste à peu près la même équivalence. Et du coup, bah, on appelle ces classes. Et derrière ça, nous, ce qu'on a fait, c'est juste deux classes de passe-plat pour un peu retraiter les informations. Mais ça, c'est dû spécifiquement à la plateforme Unity, qui, bah, par exemple, pour le Augury Start sur iOS, Unity, le C# ne connaît pas les objets Objective-C. Du coup, bah, on est obligé de les transformer. Du coup, nous, on reçoit un const char étoile et on le transforme en NSString. Voilà, pour les connaisseurs de iOS. Et c'est pareil avec Java, sauf que on a de la chance, sur Java, il connaît déjà l'objet string, du coup, bah, on n'a pas besoin de le transformer. Mais ça reste à peu près de la même manière. Et dernier point de cette présentation, c'est dans la vraie vie, le monitoring, nous qu'est-ce qu'on en fait? Bah déjà, nous, on envoie toutes les versions du SDK, donc que ce soit la version de l'Augury SDK, mais que ce soit aussi la version des adapteurs utilisés. Et comme ça, bah, nous, ça nous permet de suivre. Si jamais il utilise des adapteurs pas compatibles avec la version du SDK, savoir s'il a des vues SDK. Et on fait aussi de l'analyse passive ou indirecte. C'est-à-dire que bah, on s'est rendu compte que dans pas mal de cas, nos SDK étaient utilisés avec des versions, avec des plugins un peu custom que les publishers avaient fait eux-mêmes. Parce que bah, justement, ils avaient des besoins spécifiques et que du coup, bah, ils avaient développé leur outil eux-mêmes. Et donc, du coup, bah, pour pouvoir avoir ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a capté passivement le framework utilisé. Et là, par exemple, bah, vous avez l'exemple du code iOS qui nous permet de le faire, où c'est juste des test cases. Hein. C'est juste, bah, si on a un framework Unity, c'est qu'on est dans un environnement Unity. Et c'est-à-dire que si nous, on ne ressort pas la version du plugin sur Unity associé, bah, c'est qu'on est dans la plateforme Unity, mais que l'application utilise directement les frameworks iOS et Android, sans passer par notre plugin. Et du coup, comme ça nous arrive assez souvent, bah, c'est important de le connaître.
Merci beaucoup de votre attention. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des mails et tout. Il n'y a aucun souci, je serai ravi d'y répondre. Et si jamais la présentation vous a plu et que Augury vous a plu, on a beaucoup de postes vacants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. C'est top. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Je n'ai pas vu de questions dans le chat. N'hésitez pas, soit à en écrire, soit à même lever la main, toujours pareil. On a un peu de temps, je pense que tu as... Bon, tant mieux, je vais pouvoir prendre une petite pause, moi ça me va bien. Ok. C'est parti, il suffit d'en demander, ça arrive. Côté multiplateforme pour mobile, est-ce que ce serait un bon outil pour vous? En soi, c'est... Alors, nous, pour le Kotlin multiplateforme, on n'a pas trop étudié le cas. Mais par contre, moi, je sais que dans ma boîte précédente, comme le cœur métier est très, très important, avec un moteur de calcul qui était très important, on avait décidé de le mutualiser en C++, parce qu'il faut savoir que l'objectif C est capable de lire le C++ et le Java aussi, enfin, et Android aussi. Du coup, on a mutualisé les deux, mais nous, on n'a pas fait encore de recherche sur le Kotlin multiplateforme, parce que ça, c'est tout nouveau. Enfin, ça date d'il n'y a pas trop longtemps, et on n'a pas, pour l'instant, on n'en ressent pas le besoin de mutualiser les outils, parce que le SDK publicitaire, il faut voir comme c'est vraiment, nous, ce qu'on fait, c'est un conteneur à WebView. Du coup, ça reste très simple et ça reste très spécifique à la fois. C'est-à-dire que sur iOS, nous, on utilise des WebKit et sur Android, c'est le browser Chrome. Mais du coup, en fait, nous, c'est juste, on affiche des WebView et après, on interagit un peu avec la WebView, mais ça s'arrête à là. On n'a pas vraiment de logique métier à mettre dans le SDK. Nous, vraiment, toute l'intelligence, par exemple, pour choisir la campagne de publicité à diffuser, elle est côté serveur. Du coup, côté SDK, on n'a pas trop cette utilité-là, même à mutualiser le code. Mais par exemple, là, dans ma boîte précédente, comme c'était quelque chose de très personnel, parce que c'était des données de localisation, fallait absolument pas envoyer toutes les données de localisation au serveur. Du coup, il fallait vraiment avoir toute la logique métier à l'intérieur du SDK. Et du coup, là, ça servait de mutualiser le code. Ok, moi ça fait penser à quelque chose, ce que tu dis, c'est quand tu parles effectivement d'utiliser des WebView, tu n'as pas des problèmes de compatibilité, ça évolue pas mal d'une version à l'autre ou autre, enfin, tu n'as pas des problématiques par rapport à ça? Beaucoup. Non, là c'est tous les ans, nous, on regarde avec attention et on réserve du temps justement pour ces problèmes de compatibilité entre versions, parce qu'à chaque version, ça change énormément. Là, faut voir, cette année, on a passé trois semaines entières à essayer de résoudre tous les problèmes de compatibilité introduits avec iOS 15. Et le fait qu'on ne pouvait plus exécuter du JavaScript comme on voulait dans les WebView. Voilà. Mais après, oui, à chaque année, on se réserve du temps pour étudier. Et du coup, les vieux SDK dans la nature ne doivent plus marcher? Si jamais on a vraiment un SDK qui ne marche plus, nous, on a un moyen côté serveur pour bloquer le SDK. Du coup, en fait, c'est le SDK, lui, il va chercher une configuration. Et dans cette configuration, il va indiquer s'il peut démarrer ou pas. Et du coup, ça nous permet d'arrêter tous les vieux SDK. Pour l'instant, on n'a pas trop le cas, parce que on arrive à chaque fois à trouver des méthodes pour que ça soit rétro-compatible, soit en modifiant que le côté serveur.
Soit où bah là, par exemple, sur iOS 15, le problème, c'était que sur les applications qui étaient faites avec iXcode 13. C'est-à-dire que dès que l'application était avec iXcode 12, bah, on avait plus ce problème-là. Du coup, bah, là, nous, on a bloqué toutes les applications qui étaient buildées avec Xcode 13 et qui utilisaient des vues SDK. Mais ça, comme on est en relation aussi avec les applications, on leur a dit, bah, attention, nous, on va arrêter de diffuser sur ces applications-là, à moins que vous mettez les nouvelles versions compatibles. Aussi, on a l'avantage que ce soit nous qui payons les applications et que du coup, bah, les applications, quand même, quand on leur dit, bah, on va couper le flux vers votre application si vous ne mettez pas à jour, ils mettent très souvent à jour parce que bah, du coup, ça signifie une perte de revenus pour eux. Du coup, vous utilisez un endpoint dédié pour savoir si le SDK peut démarrer ou vous utilisez une solution comme Firebase Remote Config? Alors, nous, c'est un endpoint qui est un peu plus global. Ce n'est pas juste savoir si le SDK peut démarrer ou pas. C'est il récupère toutes les permissions qu'il peut. Par exemple, bah, dans certains pays, on ne diffuse pas. Du coup, bah, là, il recevra juste la permission. Tu as le droit de fonctionner, c'est-à-dire de récupérer la configuration de temps en temps. Mais par contre, à l'heure à présent, tu n'as pas le droit de diffuser des pubs. Ça marche. Je pense qu'on est bon du coup. Bah, écoute, merci Nicolas pour le talk. Merci pour tout. De toute façon, toujours pareil, tu mettais tes coordonnées, tu es disponible sur les halls, etc. etc. Et nous, on se retrouve du coup, juste je reprends l'agenda, 15h50. Donc cette fois, ce sera avec Kevin qui nous parlera. Faut que je traduise le titre en anglais. Comment rendre une app compatible pour plusieurs stores. Top. Merci encore à toi. Et puis bonne fin de journée. Merci pour l'invitation. À plus. En prie.